Donc voilà, transformation de photos en dessin, je vous montre une manière de faire et il y en a plein d'autres. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une recherche que vous devrez faire sur le web, comment trouver, comment arriver à transformer des photos en dessin, d'autres méthodes. Donc la méthode que je vous propose, elle fonctionne plus ou moins, voilà, elle donne ses résultats. Elle est relativement complexe à mettre en œuvre. Sauf qu'une fois qu'on aura scripté la création des calques, ça permettra en 5 minutes de transformer une photo en dessin et d'obtenir ce genre d'effet que j'ai ici. Donc, au départ de la photo ici. Alors, il faut des photos qui montrent un sujet qui déjà pas en soi est assez reconnaissable, bien photographié, et en plus il faut qu'il y ait de la lumière qui souligne le relief de l'objet et qu'il y ait des ombres. Ça marche mieux évidemment quand il y a de la lumière et des ombres. Donc si j'analyse un peu la palette des calques ici, j'ai un premier calque qui contient une espèce de trait, voilà. Alors ici, dans la photo, il y avait des briques, beaucoup de petits détails qui ont perturbé la création des traits. Mais enfin, c'est peut-être pas trop gênant. Par-dessus, il y a des effets d'ombrage qui sont mis. Les deux ensemble, voilà. Une fois que c'est réglé, vite fait, voilà ce que ça donne. Même chose ici. Et je ne vais pas rentrer dans le détail du contenu des deux groupes pour l'instant parce on va le faire ensemble. Je vais d'ailleurs prendre un des exemples là en parallèle pour qu'on progresse ensemble là-dessus. Donc, les traits, les ombres, les deux ensemble, voilà. Ça vaut ce que ça vaut, mais enfin, c'est quelque chose qui ne va pas vous prendre des heures une fois que vous aurez le script à votre disposition. Mais avant d'utiliser le script, c'est peut-être pas plus mal de voir comment manuellement on fait. Et j'espère que vous allez venir avec des méthodes plus intéressantes, me faire un petit exposé de 3-4 minutes avec une méthode intéressante que vous allez trouver sur le web pour transformer des photos en dessin, parce qu'il y en a plein, il y a pléthore sur le web. Donc ici, évidemment, pour trouver les images, moi j'ai cherché des images du domaine public, comme ça, c'est quelque chose qu'on peut même exploiter commercialement. Il faut toujours vérifier qu'elles sont vraiment du domaine public, mais voilà, il ne faut pas se dire en tout cas qu'une fois que l'image est transformée en dessin, il n'y a plus de problème de copyright. Il y a toujours un problème de copyright. Dès qu'on arrive à prouver, en superposant votre travail à l'image originale de la photo, on arrive à prouver que ça a été fait d'après la photo, par traitement, ça pose un problème. Là où ça devient un peu permis, c'est quand vous refaites un dessin d'après une photo, un peu comme Hergé faisait, il était très fort pour faire ça. Il prenait de la documentation et il faisait une bande dessinée, ses décors, d'après des photos. Il a très peu voyagé, il a fait principalement par les photos des encyclopédies et des magazines spécialisés euh, sur les voyages. Et donc là, oui, si vous redessinez d'après photo, bon, si en repositionnant dessus, ça ne tombe pas pile poil, ça peut peut-être passer au niveau copyright. Ok, donc j'ai utilisé Bing pour chercher des images. Il ne faut pas nécessairement qu'elles soient en haute définition, mais enfin quand même ça peut aider. Mais d'ailleurs, vous allez voir qu'à un certain moment, on met du flou sur l'image pour enlever du détail. Donc ça veut bien dire qu'il ne faut pas nécessairement qu'elle soit en très haute définition pour que ça fonctionne. Bien, cette image-là, je vais la mettre sur le côté pour avoir le modèle des calques que je vais utiliser pour me souvenir comment il faut faire. Parce que j'ai replongé là-dedans récemment, et en plus, il y a des scripts qui permettent de faire ça. Mais c'est intéressant de voir la construction. Donc, et là, je vais aller ouvrir des images que j'ai téléchargées, et je vais voir sur laquelle je vais bosser finalement. Ok. Bon, bah, je vais peut-être essayer avec
disons, avec la plus difficile ici, pourquoi pas. C'est-à-dire celle-ci, à mon avis. Donc vous, évidemment, vous n'avez qu'une image ouverte, et moi, j'ai le dessin là sur le côté. Bien. Ok. Donc, première chose, dupliquer le calque, parce qu'on va garder le calque d'arrière-plan en tant que backup. Donc je prends le calque ici, je le duplique. Ensuite, mettre un calque de réglage de type noir et blanc au-dessus de ce calque ici, au-dessus de ce calque, un calque de réglage de type noir et blanc pour transformer la photo en noir et blanc, puisque, bon, il y a une méthode pour transformer en noir et blanc, c'est image mode niveau de gris, mais c'est la plus stupide parce que ça vous donne aucun choix. Donc il y a d'autres manières de transformer des images en niveau de gris, soit choisir une des couches de la palette des couches, soit utiliser le mélangeur de couches, soit le calque de réglage de type noir et blanc, soit encore une autre méthode qui donne encore plus de possibilités, c'est l'affichage de l'image RVB en tant qu'image noir et blanc grâce au système d'épreuvage et travailler les courbes RVB. Enfin voilà, il y a au moins 5 méthodes que je vois pour transformer une bête image couleur en noir et blanc, en une photo noir et blanc, en ayant du contrôle. Enfin, il y en a une qui donne aucun contrôle, c'est image mode niveau de gris. Mais celle que je vais utiliser ici, c'est une qui donne pas mal de contrôle, mais qui n'est pas la plus complexe. La plus complexe étant l'affichage en format d'épreuve noir et blanc et le travail avec les courbes RVB. Mais ça devient un peu plus artistique là, comme manière de travailler. Alors, j'ajoute un calque de réglage de type noir et blanc. Et alors l'idée, c'est d'arriver à faire sortir le bâtiment, les lignes du bâtiment bien sombres par rapport aux surfaces du bâtiment et si possible par rapport au ciel aussi. Donc vous avez des curseurs qui vous permettent de déterminer à quel point les primaires rouge, vert, bleu de l'image ainsi que les secondaires qui sont des mélanges des primaires. On parle en lumière ici. Hein. Donc le jaune est la secondaire du mélange de la lumière rouge et verte. Donc oubliez pour l'instant les notions de couleurs primaires et secondaires que vous auriez pu avoir quand vous avez mélangé des couleurs, des pigments pour faire des couleurs sur le papier. Ici on est en primaire rouge, vert, bleu. Donc vous allez déterminer à quel point chacune de ces couleurs intervient dans la création d'images noir et blanc. Étant donné que c'est assez empirique, je vous laisse modifier les curseurs et voir ce que ça donne. Donc il faut tester. Alors il est fort possible que certaines couleurs qui ne sont pas présentes dans l'image, notamment les verts ici chez moi, ne modifient rien du tout. Donc là, on est en train de voir pour créer les traits qui vont souligner le dessin. Et il faut bien transformer à un certain moment l'image couleur en noir et blanc. Parce que si on applique le filtre, tracer les contours sur l'image couleur, ça va faire plein de traits en couleur. Donc ça ne nous intéresse pas nécessairement. Ok, une fois que vous avez fait ça, ce serait une bonne idée d'enregistrer. On va enregistrer régulièrement l'image sous des noms différents. Donc étant donné qu'on a des calques, si l'image était en JPEG au départ, peu importe, ça propose d'enregistrer maintenant au format Photoshop, donc fichier enregistré sous. Et vous allez modifier déjà peut-être la longueur du nom. N'enlevez pas l'extension. Je vais mettre ici 0.1, voilà. C'est la version Photoshop 0.1. Comme ça, si je foire le fichier, j'aurai qu'à aller chercher la version précédente, ce sera facile. Donc, je me retrouve avec un calque de réglage de type noir et blanc au-dessus du calque que je suis en train de travailler. On va l'intégrer, on va fusionner ces deux calques-là ensemble. Il n'y aura plus de calque de réglage. Il faut que le réglage soit pas trop mauvais, parce que pour la suite, ça va être important. Donc, on suppose que votre réglage n'est pas mauvais. On va fusionner
pour la suite, c'est nécessaire, je pense. Menu calque. Vous êtes toujours bien avec le calque de réglage noir et blanc qui est activé dans la palette des calques. Menu calque, fusionné avec le calque inférieur. Voilà. Donc, le calque qui était couleur est devenu noir et blanc. Alors ensuite, on va, et là je reviens sur mon image d'à côté pour vous montrer dans le groupe ici, le calque en question est transformé en objet dynamique sur lequel on met un effet de tracé des contours et un effet de flou gaussien pour enlever du détail si nécessaire. Donc c'est une chose qui va pouvoir être faite. Ensuite, on va mettre un calque de réglage de courbe pour contraster, pour que les parties les plus claires deviennent vraiment blanches et les parties les plus foncées. Et égaliser la luminosité avec un réglage niveau éventuellement aussi. Donc voilà, je reviens sur le travail d'à côté et on va convertir ceci en objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Ensuite, on va lui mettre son filtre de tracé des contours, menu filtre esthétique, tracé des contours. Filtre esthétique, tracé des contours. Voilà, voilà. Filtre flou gaussien. Donc sur le même objet dynamique, filtre flou gaussien, ce qui va enlever du détail à l'image. Filtre flou gaussien. Bon, à ce stade, vous pouvez enregistrer l'image sous un nouveau nom. On va l'enregistrer de temps en temps pour être certain de ne pas perdre tout, si on fait foirer tout. Voilà, on a appliqué donc sur l'objet dynamique un filtre de flou gaussien et un autre de tracé des contours. Tiens, si on les bouge l'un par rapport à l'autre, le résultat n'est pas le même. Voilà. D'accord, donc testez un peu l'inversion du flou gaussien et du tracé des contours, puisque l'ordre dans lequel ça apparaît là dans la palette des calques, c'est l'ordre de transformation des pixels. Voilà. Et les deux servent. Si vous enlevez les yeux en face d'un des deux, vous voyez que vraiment ça change les choses. Donc trouvez le bon ordre ici. Je pense que d'avoir le... C'est plus logique en fait d'avoir le tracé des contours au-dessus, c'est ce qu'il faut en fait. Hein. Sinon ça devient flou. Vous faites sinon si vous avez le tracé des contours en dessous, vous faites un tracé des contours qui devient flou. Mais c'est pas ça l'idée. L'idée c'est d'abord de rendre flou la photo et puis on fait un tracé des contours dessus et lui il est net. Donc tracer des contours au-dessus, je pense que vous n'avez pas le choix, c'est le seul moyen. Alors le flou gaussien, c'est quoi? Bon, je vous montre juste ici. J'ai recherché sur le web courbe de Gauss, fonction gaussienne, la voilà. Donc l'idée c'est que pour chaque pixel, quand on applique un flou gaussien sur une image, pour chaque pixel, Photoshop va mélanger les valeurs des pixels avoisinants, va aller chercher les valeurs des pixels avoisinants. Et plus les pixels sont éloignés du pixel qui est travaillé, plus les valeurs qu'on va chercher sont intégrées en faible quantité, selon une courbe de Gauss. Vous voyez, c'est ça un peu l'idée. Flou gaussien, voilà d'où ça vient. Chaque pixel est modifié en allant chercher des valeurs sur les pixels avoisinants. Plus les pixels sont proches, plus les valeurs sont intégrées en grande quantité, plus ils sont éloignés. Et c'est ça le rayon du flou gaussien. Bon, ça ne sert pas à grand-chose de savoir, mais enfin, quand même, ce sont des outils que vous utilisez tous les jours. C'est pas plus mal de comprendre un peu comment ça fonctionne. Alors, est-ce que vous savez comment Photoshop fait pour arriver à dessiner les contours dans une image?
C'est pas du tout de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui existe depuis les premières versions de Photoshop et qui existait même avant l'infographie, en labo, photo, surtout orienté vers l'édition de magazines et l'impression offset. Je ne parle pas trop de labo photo où la finalité était de faire une photo à voir sur papier photo, à exposer, mais vraiment une fois la création de photos qui vont servir à être imprimées en grand exemplaire. Le tracé des contours. Comment est-ce que ça fonctionne? Aucune idée. Je vous montre. C'est vraiment très stupide comme système. Je vais vous montrer ça sur ce superbe dessin que j'ai dessiné rapidement, là, qui est une des 69 positions du Kama Sutra, comme vous avez pu, évidemment, tout de suite vous l'avez vu. Ah oui. Je rigole évidemment, c'est du n'importe quoi. Alors, donc on va dire que ce dessin est net. Et comment est-ce que Photoshop fait pour trouver les contours, pour tracer les contours? C'est tout simple, sans que vous le voyez, bien sûr, quand vous demandez le filtre tracer les contours, il va dupliquer la photo, il va la flouter, menu filtre, flou gaussien, il va faire un flou gaussien dessus par exemple. Bon. Et puis il va regarder quelle est la différence entre la version floue et la version nette. Quelle est la différence entre la version floue et la version nette? Et vous comprenez que le seul endroit où les pixels ne sont pas les mêmes, c'est là où il y a les contours. Parce que les pixels blancs dans la version floue et dans la version nette, ils restent blancs. Les pixels noirs dans la version floue et dans la version nette, ils restent noirs. La seule différence entre la version floue et la version nette, c'est sur les bords. Donc il fait la différence, notamment ici, on peut simuler ça en demandant le calcul, le mode de fusion différence, et vous voyez ce qui ressort, c'est uniquement la différence, les contours. Ok? Donc ça n'a rien de sorcier. C'est même quelque chose qu'on faisait en labo photo pour les magazines. On prenait un négatif, on voulait que sur le magazine il soit plus net, on allait se servir, on allait faire une petite astuce, on allait dupliquer le négatif, version floue, voilà, et on fait un négatif du négatif, mais flou, on superpose les deux, la seule chose qui reste c'est les contours. Et ça permettait de rendre nettes les photos vraiment pour les magazines, parce qu'il y a besoin que... Parce qu'on perd beaucoup dans la technique d'impression, et c'est de l'accentuation de détail, c'est utilisé quand on fait de l'accentuation de détail, cette technique. C'est pas pour rien que dans la version anglaise de Photoshop, le menu filtre, renforcement, accentuation s'appelle l'accentuation par masque flou, unsharp mask. Ça vient des techniques d'avant l'infographie, des techniques labo photo. Je m'arrête là mais je trouve que c'est intéressant quand même de voir que parfois on a l'impression qu'il y a des calculs intelligents derrière et qu'en fait c'est bêtement des techniques appliquées rapidement en masse sur les pixels. Donc la suite, au-dessus du calque, objet dynamique, courbe, réglage de courbe, réglage niveau, ben on y va. Donc au-dessus de l'objet dynamique, ajout d'un calque de réglage de type courbe. Dans lequel vous allez pouvoir faire tout sauf une courbe. En prenant les extrémités ici. Tout simplement pour faire en sorte... Ben vous faites de l'écrêtage en fait. Vous faites de l'écrêtage. Ça veut dire quoi? Ben vous voyez ce qui se passe là. J'ai des pixels gris clair dans mon ciel là. Si je fais ça, ça devient blanc. Donc ce qui se passe, c'est de l'écrêtage de luminosité. Tous les pixels dont l'intensité lumineuse se situe à droite du curseur ici, tous les gris clairs deviennent blancs. Du clipping en anglais, de l'écrêtage. Avec l'autre extrémité, on va pouvoir également faire en sorte que des pixels gris foncé deviennent éventuellement noirs. Voilà.
Bon, ça, ce sera encore modifiable après. Alors, en principe, il y a possibilité de mettre un point entre les deux et de le bouger pour faire varier l'intensité lumineuse, mais on va le faire par un calque de type niveau. Donc, j'ajoute un calque de type niveau, un calque de réglage de type niveau, et je bouge ici. Ça, ce sont les différentes quantités de pixels qu'on voit là sur le calque d'en dessous, les différentes quantités de pixels noirs et blancs. Donc, évidemment, c'est une image assez particulière, c'est pas une photo, donc ça nous fait quelque chose d'assez misérable comme histogramme. L'histogramme, c'est la courbe là, l'espèce de peigne qui est censée montrer les quantités de pixels, donc c'est assez inhabituel. Voilà. Et tout ça, on va pouvoir le mettre dans un groupe, parce qu'on va passer à la phase suivante du travail qui va consister à travailler sur les niveaux de gris, ce qui va compléter ce dessin. Donc, vous activez avec la touche majuscule les trois calques et vous allez demander nouveau groupe d'après des calques. Groupe 1, voilà. Donc ils sont tous les trois dedans. Et vous pouvez enregistrer sous un nouveau nom. Donc voilà, première partie du travail terminée. Sur l'image de droite, là, la création des traits qui sont censés représenter ce qu'on obtient quand on dessine. Si ça dérange d'avoir les traits tout fins, là, on peut encore les supprimer avec les réglages de courbe en double-cliquant sur la partie gauche du réglage. On a le panneau propriété qui apparaît et on bouge ici le niveau, le degré de flou aussi, pour enlever du détail. Enfin voilà, et on peut y revenir plus tard. Donc je vous rappelle que je vous montre une technique qui n'est sans doute pas la meilleure, mais qui est celle que je connais et qui permet de transformer des photos en dessin en 5 minutes. Une fois qu'on aura scripté cette création de calque, on ne doit pas le faire manuellement sur chaque photo qu'on va traiter. Mais vraiment, je vous incite, vous allez devoir vraiment pour les besoins ici de la formation, aller chercher des infos sur le web. C'est intéressant de voir, d'être obligé d'aller chercher des infos sur des tutos pour certains qui n'auraient pas l'habitude de le faire. Alors, je continue en dupliquant le calque d'arrière-plan à nouveau et en le mettant le duplicata au-dessus du groupe. Donc faites gaffe, hein, là ça tombe dans le groupe quand vous le bougez. Hein, vous le prenez, vous le bougez, ça tombe dans le groupe. Là c'est au-dessus. Il y a une différence. Hein. Dans, au-dessus. Ça dépend vraiment des petits traits bleus là, évidemment. Voilà. Alors on va également mettre un calque de réglage de type noir et blanc. C'est ce qui a été fait sur l'autre image que j'active là. Calque de réglage de type noir et blanc. Puis à nouveau calque de courbe, mais qui lui va pouvoir réellement être plus extrême. Calque niveau pour corriger l'intensité lumineuse. Et le calque là a reçu un flou gaussien aussi pour enlever du détail, éventuellement. Donc c'est ce qu'on va faire sur l'image de droite là. Mais on peut déjà mettre convertir en objet dynamique le calque. Clic droit, convertir en objet dynamique et mettre le filtre de flou gaussien pour enlever du détail. Filtre, flou gaussien. Bon, je vais le mettre à 0,1 dans un premier temps. Vraiment pour qu'il ne fasse quasiment rien. Un dixième de pixel de mélange avec les pixels avoisinants. Ok, donc vous avez votre objet dynamique avec le flou gaussien qui s'est mis de manière dynamique dessus, évidemment. Alors, calque de réglage de type noir et blanc, d'abord. Attendez un peu. Oui, c'est bon.
Dans ce cas-là, ça marche. Oui, oui, dans ce cas-là, ça fonctionne. Calque de réglage de type noir et blanc. Et à l'aide des curseurs, vous arrangez pour avoir les tâches qui vont souligner le relief. J'ai jamais travaillé sur cette photo, donc j'y vais de manière ici euh, par essai et erreur. Travail empirique. Voilà, j'essaye d'avoir le bâtiment qui devient globalement blanc, sauf qu'il y a des taches grises qui soulignent, voilà, qui font comme un dessin dessus. Donc il faut qu'il devienne blanc en fait, hein. C'est ça l'idée aussi. Voilà. Ensuite, réglage des courbes. Donc calque de réglage courbe par-dessus, qui va nous permettre de contraster en mettant un point, deux points, peut-être en prenant l'extrémité, là je viens de faire sortir un point. Donc chaque image est particulière, c'est pas toujours évident. Alors à un certain moment, ce qui va aider aussi, c'est d'aller ajouter du flou pour enlever du détail, pour avoir cet effet de tache. Donc double-cliquer sur le flou gaussien et enlever du détail. Voilà. Ok, une fois que vous avez à peu près ça, à peu près votre image qui est différente de la mienne, à peu près valable, vous vous enregistrez sous un nouveau nom. Au-dessus du calque de réglage courbe, dont le but est de contraster. Calque de réglage de type niveau. J'ajoute un calque de réglage de type niveau au-dessus pour corriger l'intensité lumineuse facilement. Au-dessus de tout, au-dessus du calque de réglage de type courbe, un calque de réglage de type niveau. Il n'est pas interdit de revenir sur le calque de réglage de type courbe en double-cliquant donc sur la partie gauche du calque de réglage de type courbe pour aller modifier. Voilà, voilà. Bien. Alors on a des parties très sombres ici, mais on va faire avec. Ok. Bien, et alors ensuite, on va mettre tous les calques dans un groupe. Donc, enfin tous les calques de la dernière phase qu'on vient de faire, dans un groupe. Donc clic, majuscule, clic, et demander nouveau groupe d'après les calques. Ok, et voilà. Ils sont dedans. Alors on a besoin d'un calque rempli de blanc juste au-dessus du calque backup de la photo. Donc je clique sur l'arrière-plan et je vais créer un calque vide que je vais remplir de blanc. Donc juste au-dessus de la photo d'arrière-plan, calque vide qui va être rempli de blanc. Donc soit majuscule suppression qui correspond à édition remplir et vous remplissez avec du blanc normal 100% ce nouveau calque, ou alors vous arrangez pour avoir du blanc dans la case de premier plan et vous faites Alt majuscule, ça remplit. Alt majuscule, ça remplit avec la couleur de premier plan. Vous avez vu la vignette qui a changé? Voilà.
Bien. Et ben voilà, on va tester les, le mélange des deux. Le groupe du dessus en mode produit, ce qui laisse apparaître les traits. Bien. Vous réglez l'opacité du groupe de manière à avoir éventuellement des traits, enfin des effets d'ombrage moins foncés. Voilà. Éventuellement, le groupe qui contient les traits pour qu'il ne soit pas tout à fait noir, vous pouvez aussi régler l'opacité. Donc vraiment, vous pouvez revenir sur tous les calques qui ont été créés à l'intérieur pour aller modifier les courbes, tout, c'est vous qui voyez. Alors on va enregistrer le document là. Bon, à partir de là, pour vraiment donner l'impression que c'est un dessin, ce serait intéressant que le dessin n'aille pas jusqu'au bord de la feuille de papier. Comme un vrai dessin, on ne le fait pas aller jusqu'au bord de la feuille nécessairement. Donc, sur chacun des groupes, on peut ajouter un masque de fusion. Donc, le groupe du dessus, masque de fusion. Le groupe du dessous, masque de fusion. Voilà. En ayant zoomé en arrière, et peut-être enlever l'œil en face du calque des traits. Là. Voilà, en traversant le groupe du dessus, dans son masque de fusion. Zoomer en arrière pour avoir de la place, de l'espace vide sur l'écran là autour de l'image. Avec un pinceau en mode d'application normal 100%, en dessinant avec du noir. CTRL ALT, clic gauche du Mac ou clic droit du PC, on fait varier la dimension de la brush, son flou éventuellement. Et on va enlever voilà, de l'affichage des traits. Et bien sûr, comme on travaille dans un masque, on pourra les faire réapparaître en dessinant en blanc. Enfin, quand je dis qu'on enlève des traits, c'est plutôt des taches qu'on enlève ici. Voilà, on enlève des taches. Puis, on peut faire la même chose sur le calque d'en dessous. Je n'affiche que le calque des traits. Je travaille dans le masque de fusion. J'enlève des traits. Voilà. J'affiche les deux. Et ça commence à ressembler à un dessin, quoi. Après, il faut doser, c'est vraiment une question de dosage. Si je juge que c'est nickel, sauf qu'il me reste des taches, je ne vais pas commencer à essayer de les enlever en faisant des réglages. Je vais bêtement, évidemment, faire un calque vide au-dessus de tout et dessiner en blanc dedans. S'il me reste des taches dans mon ciel ici et que je trouve que le résultat est nickel, voilà, je ne vais pas essayer de l'enlever les taches du ciel en jouant sur les réglages. On dessine en blanc tout simplement, voilà. Et au départ de voilà, cette technique, vous pouvez essayer de l'améliorer. Si vous y arrivez, vous m'en parlez. Ça m'intéresse. Vous pouvez faire différemment, vous pouvez ajouter des choses, ne pas faire certaines des choses. Voilà, tout est possible. Utiliser des filtres existants, je sais qu'il y a des filtres qui peuvent transformer en un effet de dessin, assuré déjà, des choses comme ça.
Ok, il ne reste plus qu'à l'imprimer et aller le vendre à Paris sur les petits marchés pour les touristes crédules. Haha. Vous imprimez ça évidemment sur un bon papier. En plus, ça se fait. Mais maintenant, les gens sont moins dupes qu'il y a une vingtaine d'années. Mais avant, quand on faisait de l'impression d'art, impression jet d'encre haut de gamme sur du papier, il y en a qui pouvaient croire que c'était un vrai dessin éventuellement. Évidemment, il faut ajouter un peu de couleur manuellement pour faire plus vrai. Hein, et de préférence très expressif, vite fait. Comme si l'artiste avait léché vraiment son dessin et puis à la fin, le coup de génie de l'artiste, les coups en couleur. Ah, ne faites pas ça, c'est pas honnête tout ça. Comment osez-vous penser à tout ça?